Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'architecture système. Donc, je me présente rapidement. Je suis Léa Lecam, directrice de l'académie et architecte système principal chez Césame. Et aujourd'hui, on va tenter de répondre à ces deux questions. Pourquoi et comment bien faire un travail d'architecture? Alors, je vais d'abord vous donner, une, brève présentation de qui nous sommes, puis ensuite on répondra donc à ces 2 questions. Pourquoi faire un travail d'architecture et comment bien le faire? Et enfin, je conclurai avec notre proposition d'accompagnement, pour vous aider, justement sur ces sujets. Alors Sésame, qui nous sommes? Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur nous. Donc nous sommes un groupe spécialisé dans l'approche système et dans la maîtrise des systèmes complexes, à toutes les étapes, que ce soit de la transformation à la mise en œuvre opérationnelle. Et notre mission, elle est simple, aider nos clients à gagner en performance et en maîtrise sur des systèmes de plus en plus complexes. Pour ça, on a plusieurs, types d'accompagnement. On peut vous accompagner avec du conseil, du coaching ou mentorat, de la formation et on propose également, de l'assistance technique. Nous sommes 35 architectes basés sur, Paris, Toulouse et Lyon et nous intervenons dans différents, secteurs, de l'aéronautique à l'énergie, en passant par, le ferroviaire ou encore le spatial et la défense. Donc ici, vous avez un petit aperçu de nos principaux, clients. Donc maintenant, allons dans le vif du sujet. Alors pourquoi faire un travail d'architecture? Eh bien, pour répondre, à tout un tas d'écueils typiques que l'on rencontre, dans la majorité des domaines de l'industrie, on peut, retrouver, des solutions inadaptées aux besoins et aux contraintes externes, parce que les parties prenantes n'ont pas été assez impliquées au départ ou parce qu'on a des performances insatisfaisantes, un système qui est trop coûteux, des problèmes d'intégration, qui entraînent travail de reprise, de la personnalisation coûteuse, une maturité insuffisante. Ou encore, on peut se retrouver à avoir des différences de compréhension entre le programme et les différentes équipes d'ingénierie, qui entraînent encore une fois des reprises, des fonctionnalités inutiles ou manquantes et des inefficacités. Je suis sûre que vous êtes tous retrouvés dans un de ces écueils et pourquoi? Souvent par un manque de prise en compte des parties prenantes et un manque de coopération interne. Et donc la mise en œuvre d'une approche système, elle va apporter de la valeur puisqu'elle va permettre dans un premier temps, de gérer et maîtriser la complexité en ayant une meilleure connaissance des différentes interfaces, qu'elles soient internes au système ou externes avec l'environnement, de mieux répondre aux besoins et aux contraintes des parties prenantes, tout en étant plus rentable, d'utiliser la valeur et le risque comme paramètres clés de la conception, on va en reparler, aligner les parties prenantes et l'équipe projet sur une vision partagée. Donc ça, c'est très important. L'architecture a vraiment vocation à être partagée, à être utilisée, pour justement pouvoir répondre à tous ces écueils et être challengé efficacement par ses pairs. Si on a des vues, des diagrammes sur lesquels discuter, eh bien, il est beaucoup plus facile de, challenger, la manière dont le système va fonctionner, va être déployé, exploité. Alors pour répondre à tous ces écueils, chaque projet va devoir prendre des bonnes décisions et c'est parce que le projet va devoir prendre de bonnes décisions, qu'on va devoir mettre un travail d'architecture en place. Quand on veut faire face à ces choix importants, il faut s'assurer qu'on a plusieurs éléments clés qui sont bien présents. Déjà qu'on a un objectif clair, pourquoi développe-t-on ce système? Une démarche structurée pour éviter l'improvisation. On va voir que, la mise en place de la démarche d'architecture, d'une démarche structurée, va réduire le risque d'avoir, les écueils que nous venons de voir. Des décisions raisonnées, prises avec les bons éléments en main et une compréhension, encore une fois, partagée des impacts, des différents choix qui vont être faits entre les parties prenantes. Et c'est donc dans ce contexte, que le travail d'architecture devient indispensable et ce travail d'architecture, il va guider toutes les décisions critiques qui doivent être faites au sein du projet, à chaque étape du projet et puis à garantir la cohérence d'ensemble du système. Alors objectif clair,
Ça, c'est un des points, très importants. Donc la première étape du travail d'architecture, eh bien, c'est de formuler la problématique. Pourquoi on va faire ce travail d'architecture? Il faut, 1re étape, formaliser ce problème, idéalement sous forme d'une question. Parce que si on n'a pas cette problématique en tête, eh ben, on risque de modéliser finalement sans objectif et sans réellement avoir, d'impact et de modéliser dans le vide. Donc pour être sûr qu'on formalise bien cette problématique, dans un premier temps, eh bien, on va aller s'intéresser au système d'intérêt et puis au projet et faire, un double cadrage, pour aligner les parties prenantes sur une problématique commune. Alors sur le système d'intérêt, on va s'intéresser à plusieurs, aspects. Déjà rappeler la mission du système, quels sont les grands services que le système doit rendre. S'intéresser aux critères d'acceptation, quels sont les critères de performance clés que le système doit satisfaire. Revoir les contraintes du système, est-ce qu'il y a des impératifs environnementaux, des impératifs fonctionnels à prendre en compte auxquels le système sera soumis. Des hypothèses qui peuvent impacter l'architecture et dont la validité est à surveiller. Toute hypothèse à prendre en compte dans, l'étude architecturale. Et puis, faire aussi rapidement, évaluer rapidement le périmètre du système. Parmi les éléments connus, bah, qu'est-ce qui est à l'intérieur du système et qu'est-ce qui est hors du système? Ça permet de cadrer déjà le système d'intérêt, les frontières du système d'intérêt, ses missions, ses contraintes. Et puis, il faut aussi prendre en compte le projet. Où est-ce qu'on en est? Quelle décision doit être prise? Quand et sur quelle base? Alors pour ça, on va s'intéresser au contexte projet, les éléments justifiant l'appel à une démarche d'architecture. On va faire un petit focus, sur ce contexte en particulier, sur la slide suivante. Les attendus envers l'étude, quelles sont les informations et les réponses auxquelles on s'attend avec cette étude? Les contraintes projet, il y a toujours des éléments projet à respecter, que ce soit des jalons, des ressources, des délais, tout ça, il faut aussi les prendre en compte puisqu'on ne va pas mettre en place les mêmes activités d'architecture, selon ces contraintes. Et puis, y a-t-il des projets similaires existants qui pourraient servir à l'analyse? Donc ce double cadrage, il va vraiment permettre, d'aligner les parties prenantes d'abord sur la formulation de la problématique. Il va permettre de sélectionner les analyses utiles, parce qu'on ne va pas faire le même travail d'architecture, en fonction de la problématique et de calibrer le niveau de détail nécessaire sur chacune des vues qu'on va réaliser pour, encore une fois, toujours avoir en tête de répondre à cette problématique et de ne pas modéliser dans le vide. Alors, petit focus sur le contexte projet. On en a parlé juste avant. Il est très important de cadrer le système, projet également pour définir la problématique à laquelle on veut répondre. Et finalement, le contexte projet, c'est un ensemble, une combinaison de différentes caractéristiques qui sont rappelées ici. Donc il faut prendre en compte, les contraintes du client, le contexte des ressources, la stratégie de l'entreprise et l'approche architecturale. Donc quand on s'intéresse au client, eh bien capter les performances clés, qui sont attendues, le coût, les délais cibles. Est-ce qu'il a des contraintes de réutilisation? Sa maturité vis-à-vis du besoin qu'il exprime et aussi, des méthodes, par exemple, d'architecture si vous communiquez, avec lui via ces diagrammes et puis la complexité du système. Encore une fois, on ne va pas mettre les mêmes moyens sur, l'architecture suivant la complexité. Le contexte des ressources, la maturité des ressources disponibles, sur les différents sujets et en particulier en matière d'architecture système, les connaissances de l'entreprise sur le système à développer. Potentiellement, on va devoir faire une analyse plus approfondie si les connaissances, sont plus limitées ou si c'est un nouveau système, alors que sur un système qui est plus connu, il y a sûrement certaines vues qu'on n'aura pas besoin de refaire. S'il y a du partenariat avec, avec une autre entreprise pour pouvoir répondre aux clients. Les processus et méthodes, est-ce qu'elles sont, bien définies en amont du projet? Dans quel contexte nous sommes? Et puis les outils utilisés. Est-ce que, il y a un outil de gestion d'exigence, un modeleur, et cetera? Donc quels sont les outils utilisés, pour réaliser ce travail d'architecture?
La stratégie d'entreprise, là encore une fois, l'entreprise peut aussi s'attendre à des performances clés, qui peuvent, différer de celles du client. Si on est dans une stratégie ligne de produit, par exemple, l'entreprise pourrait vouloir quelque chose de plus performant, de plus restrictif par rapport à ce que le client, demande. Les programmes legacy au reuse, est-ce que, voilà, on doit réutiliser, certains composants qui ont été déjà utilisés sur d'autres systèmes? Là encore, ça va impacter les activités qu'on prévoit dans le cadre de l'architecture. Les contraintes internes, est-ce que, par exemple, il y a des, contraintes liées à la production, l'organisation en tant que telle et puis, pourquoi pas la stratégie de test. Et enfin, aussi considérer l'approche architecturale, suivant l'approche qui va être, sélectionnée en fonction, du contexte du système. Encore une fois, ce ne sont pas les mêmes activités, d'architecture qu'on va mettre en place, suivant si c'est un nouveau développement, si c'est un nouveau produit, mais dans une ligne de produit, si, on fait évoluer du legacy, si on met en place une nouvelle ligne de produit qui n'existe pas encore, si on est dans le cadre d'un développement incrémental, et cetera. Donc bien prendre en compte toutes ces contraintes pour définir la problématique, à laquelle on doit répondre. Donc première étape, définir cette problématique en prenant en compte tout le contexte projet, tous les éléments qui sont affichés là à l'écran et puis, tout le contexte également, système. Alors maintenant qu'on a cette problématique qui est définie, qu'on a envie d'y répondre, bah, comment bien faire un travail d'architecture? Alors déjà, quelques principes pour commencer. Il faut vraiment comprendre que finalement, il faut vraiment voir l'architecture système comme une boîte à outils à adapter en fonction de la problématique du projet et surtout pas comme une méthode à déployer, à déployer 100 des vues du cadre à chaque fois. Il faut vraiment adapter ces analyses en fonction de la problématique qui aura été définie. Donc on l'a vu, donc en entrée, on va avoir, suivant l'approche architecturale, les critères de performance qu'on veut atteindre, suivant, les jalons aussi, le temps qu'on a, le budget et ben, on va le contexte des ressources, on va aller adapter, la manière qu'on a de faire de l'architecture. Et donc le rôle de l'architecte, c'est bien de définir ses activités, de sélectionner les analyses, donc parmi, l'ensemble de vues qu'il est possible de faire, dans le cadre qui est sélectionné. Là, ici, bien sûr, je vais parler du cadre Sésame, mais ça pourrait être un autre cadre d'architecture. Donc sélectionner les analyses, adapter le niveau de détail. On peut pousser le niveau de détail très loin sur certaines vues et rester plus haut niveau sur d'autres s'il n'est pas nécessaire, si, une vue, de niveau plus détaillé n'apporte rien de plus à la réponse à la problématique. Structurer un dossier clair, progressif, lié à la problématique. Encore une fois, l'idée du dossier d'architecture, ce n'est pas, d'avoir cette collection de diagrammes, mais bien d'avoir ce fil conducteur, la problématique et de décrire, comment chaque vue permet de donner des éléments de réponse à la problématique qu'on se pose et fournir une conclusion utile à la décision en fonction de tout le travail qui aura été fait et d'ouvrir les perspectives. Donc pour ça, donc sélectionner l'ensemble de vues, aussi, bien définir le périmètre sur lequel on va appliquer ces activités d'architecture, définir les niveaux d'effort, les niveaux des détails, pour, les différents usages projets de l'architecture. Et donc pour ça, un des éléments, dont on a discuté, c'est l'ensemble de vues. Donc l'ensemble de vues à réaliser, sélectionner les analyses à faire, et bien tout ça on se base sur un cadre d'architecture. Donc là, je vais passer un tout petit peu de temps à vous décrire le cadre Sésame, qui peut être vu, comme l'ensemble des vues, parmi lesquelles on peut choisir, celle à réaliser pour répondre à notre problématique. Donc le cadre Sésame, il est divisé en 3 visions, 3 couches d'architecture. Donc la première, l'architecture opérationnelle où on répond, à la question «Pourquoi?», quel service le système rend-il à son environnement? Donc là, on décrit l'extérieur. On se concentre uniquement sur l'environnement, le système est vu comme une boîte noire. Ensuite, on va rentrer à l'intérieur du système, on ouvre la boîte et là, on a deux visions différentes. La vision fonctionnelle, la couche d'architecture fonctionnelle, où là, on va s'intéresser au quoi, quelles sont les fonctions à réaliser pour répondre aux missions du système, pour répondre aux besoins qui ont été définis dans l'architecture opérationnelle. Et enfin, l'architecture organique
qui va répondre au comment et qui va décrire les composants. Donc concrètement, de quelles ressources doit être constitué mon système pour pouvoir implémenter les différentes fonctions qui auront été identifiées. Donc ça, ce sont les 3 couches, les 3 visions architecturales. Donc le cadre est fait de 3 couches, 3 lignes et 3 colonnes, 3 aspects. Donc là, ici, vous avez la vue complète du cadre d'architecture Sésame et donc finalement, le cadre représente l'ensemble maximal de vues pouvant être réalisées pour décrire un système. Cela ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut toutes les réaliser en fonction de la problématique. Le travail de l'architecte, c'est d'aller sélectionner les vues qui sont pertinentes pour pouvoir répondre, aux différentes questions. Donc là, si je décris, assez, rapidement, ce cadre, donc là, au centre, vous avez les éléments statiques qui finalement représentent le cœur, de ce que vous pouvez trouver dans l'architecture, de votre système. Donc côté architecture opérationnelle, vous avez une description de l'environnement avec, la représentation des systèmes externes et leurs interfaces avec le système d'intérêt. Les cas d'utilisation, donc comment va être utilisé le système par ses parties prenantes. Ensuite, côté, architecture fonctionnelle, vous avez la description des fonctions et leurs interactions avec, entre elles et avec l'extérieur. Et enfin, sur l'architecture organique, la description des composants et leurs interactions entre elles. Et donc vous voyez là que sur cette colonne, on a à chaque fois le même type de diagramme. Et là, c'est le même principe sur chacune des colonnes. Sur chacune des colonnes, vous avez à chaque fois le même type de représentation, mais appliqué à un point de vue différent, à une vision différente selon si vous êtes dans l'architecture opérationnelle, fonctionnelle ou organique. Donc là, dans la première colonne, vous retrouvez toutes les propriétés attendues, donc en fait toutes les exigences, donc les besoins, les exigences fonctionnelles et les exigences organiques. Vous avez la deuxième colonne qui représente les états, donc toutes les périodes de temps dans lequel votre système va être stable. Donc pour l'opérationnel, c'est des périodes de temps pendant lesquelles l'environnement du système est stable. Pour l'architecture fonctionnelle, dans lequel le comportement du système est stable. Et puis pour l'architecture organique, heu, là où la structure du système va être stable. Et puis ensuite, vous avez, l'avant-dernière colonne ici qui représente, les scénarios. Donc on va pouvoir décrire chaque cas d'utilisation avec des scénarios pour décrire la dynamique, comment, dans le temps, les systèmes externes, les fonctions, les composants interagissent entre eux. Et enfin, la dernière colonne qui représente toutes les interfaces, la spécification des interfaces, mais qui finalement on retrouve les interfaces finalement dans les autres diagrammes, que ce soit dans les diagrammes d'interaction ici ou dans les scénarios. OK? Alors un petit mot, sur une problématique qui est souvent rencontrée et qui est spécifique, la problématique de l'outillage. Donc lorsque le contexte présente des problématiques d'outillage, il faut bien s'assurer, avant, que le travail d'architecture bien sûr, prennent en compte ces problématiques d'outillage, mais il faut bien s'assurer que tous les autres piliers du MBSE, sont bien compris et sont bien pris en compte également avant de se focaliser sur cette problématique outil. Hem, Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc le MBSE, il a 4 piliers. Le cadre d'architecture, donc quelles sont les vues qui formeront le modèle et comment sont-elles interconnectées? Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer avec le cadre Sésame. La méthode, comment définir le contenu de ces vues et qui doit être appliqué à chaque étape. Donc la méthode va vous donner finalement comment construire chacune des vues du cadre. Le langage de modélisation, quel langage formel faut-il choisir pour représenter, avec précision les vues? Et l'outil de modélisation, donc quel outil faut-il utiliser pour formaliser les vues et gérer le modèle? Donc Sésame ici vous fournit un cadre et une méthode qui peuvent être ensuite, implémentés dans n'importe quel outil de modélisation. Et donc quand on s'intéresse à l'outil de modélisation, il faut, juste faire attention qu'on a bien, un cadre d'architecture et une méthode avant de se plonger tout de suite, dans l'outil. Alors, maintenant qu'on a parlé modélisation, je vous ai montré, rapidement le cadre, mais il faut bien comprendre que modéliser, ce n'est qu'un point de départ et qu'après l'essentiel du travail de l'architecte, ça consiste à transformer ce modèle, donc toutes ces vues, en une architecture partagée, utile et qui est réellement utilisée.
Et donc ici, vous avez une vue d'ensemble des quelques bonnes pratiques à appliquer quand vous réalisez vos activités d'architecture système. Alors le premier, finalement, est assez proche et va faire écho à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Consacrer le juste effort à l'architecture système. Construire chaque vue avec une mentalité coût-valeur. Donc on ne fait pas, de l'architecture pour faire de l'architecture et on ne va pas reproduire toutes les vues du cadre. Il faut bien, se demander, bah, ce que va nous apporter chacune des vues et quel élément de la problématique il va nous permettre de résoudre. Modéliser n'est pas une fin en soi, bien au contraire. Donc là, c'est le message, cœur ici et considérer l'architecture système comme une activité de réduction des risques. Vous l'avez vu au départ, en cadrant une problématique, on va s'intéresser à tout un tas de contraintes et tout un tas d'informations, de réponses que l'on veut obtenir et il faut vraiment voir l'architecture comme une activité qui va vous permettre de vous apporter toutes ces réponses et donc de réduire les risques potentiellement liés, au développement du système. Utiliser l'architecture système de manière collaborative et ouverte, donc travailler de manière itérative et progressive. Je vous ai montré ce cadre, cette pyramide avec ces 3 étages. Il est, bien sûr hors de question d'attendre de complètement réaliser l'architecture opérationnelle avant de passer au fonctionnel, puis à l'organique. L'idée, c'est vraiment de travailler de manière itérative, puisque là, je vais passer directement au troisième point. La vision du système va évoluer avec le niveau de compréhension. Donc il est important d'avoir des boucles, assez rapides et puis de faire évoluer l'architecture en fonction de ça. Et puis, c'est important aussi que ce soit itératif puisque arriver, à l'architecture fonctionnelle et organique, on va potentiellement, s'apercevoir qu'il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas faisables et ça, il faut, le savoir assez tôt pour pouvoir remonter, ça au niveau opérationnel et en parler avec les parties prenantes. Et le deuxième point ici, manier l'art de l'atelier. C'est important, bah, de communiquer, et de partager l'architecture et l'atelier collaboratif est un outil parfait pour ça. Aligner le projet avec le système, donc aligner l'organisation sur le produit pour éviter l'inverse. Voilà. De toute façon, le projet et le système seront alignés. Donc autant réfléchir en amont, à la structure du système pour s'assurer que l'organisation colle bien au système que l'on veut développer. Puisque de toute manière, les interfaces qui sont, dans votre système vont être, il va y avoir un miroir côté projet en termes d'interface entre les équipes. Pousser aux usages de l'architecture par le projet, donc ça, c'est lié à, l'architecture partagée et réellement utilisée. L'architecture, elle peut être utilisée, à plein de fins, de communication. Ça peut être, bah, pour, trouver des réponses à des, questions, techniques. Donc il y a plusieurs usages et il faut vraiment que le projet et les différentes, équipes, que ce soit au niveau, stratégie, expert, voilà, ça doit toucher tout le monde et chacun doit pouvoir l'utiliser et la comprendre, en tout cas au niveau, d'abstraction qui lui est destiné et communaliser tout ce qui doit être, tout ce qui doit être commun. Et enfin, avoir le souci de se mettre à la place de chaque interlocuteur. Ça, c'est très important de la part de l'architecte système de pouvoir manier l'abstraction, parce qu'on ne va pas, utiliser forcément le même niveau de détail en fonction de son interlocuteur. De structurer à l'aide de patterns d'architecture. Donc ça, la méthode Sésame fournit, quelques éléments pour pouvoir structurer, l'architecture. Je vais pas forcément rentrer dans le détail ici et puis, dernier point qui peut paraître mineur, mais qui est très important, optimiser le rendu visuel pour favoriser l'impact et la compréhension. On parle souvent du contenu, du fond, mais la forme est extrêmement importante, surtout quand, l'architecture, bah, comme on le voit ici, est vraiment à viser d'être utilisée par tout le monde, d'être partagée régulièrement et de pouvoir prendre des décisions dessus. Donc la forme est très importante, bah, pour que l'architecture soit lisible, tout simplement. Et enfin, je vais, conclure ici sur le rôle, et les compétences de l'architecte, de l'architecte système. Donc l'architecte système, il doit avoir un ensemble, un triptyque là de compétences, des qualités, bien sûr la maîtrise des méthodes d'architecture, mais également des qualités analytiques et des qualités humaines. Et ces 3 axes sont tous aussi importants pour l'architecte.
pour pouvoir, discuter des choix, techniques, avoir une expertise dans un ou plusieurs domaines techniques, avoir, cette capacité d'analyse et de rigueur. Mais aussi, il est très important, comme il va avoir ce rôle de facilitateur, notamment, lors des ateliers, collaboratifs, d'avoir, des compétences de communication, d'animation, capacité d'abstraction, d'être orienté, client et partie prenante, pas uniquement, solution, et technique, et d'avoir, une ouverture d'esprit, qui va l'aider dans ses fonctions. Et donc ici, ce qui est représenté, là ici en bleu, c'est que, finalement les méthodes d'architecture, c'est quelque chose qui peut s'acquérir sur un temps assez court via de la formation par exemple, mais ces 2 autres grands volets, qualité humaine, qualité analytique, là elles relèvent vraiment du prérequis, quand on choisit, des architectes systèmes. Et puis, là, ici, vous avez une petite vision du rôle de l'architecte. Donc il y a vraiment 2 dimensions au rôle de l'architecte. D'abord une dimension, technique puisqu'il doit être garant de l'intégration des systèmes, donc de la robustesse des interfaces techniques. Ça, on y pense assez facilement quand on pense à l'architecte système. Mais il y a aussi vraiment une dimension humaine. Ça, peut-être qu'on y pense moins, tout de suite, mais et il a vraiment ce rôle de garantir la convergence entre les parties prenantes et c'est tout à fait, normal et logique puisque pour qu'il puisse être garant de la cohérence technique il doit avoir des équipes qui sont alignées sur le système à concevoir et donc l'architecte ne maîtrise pas toutes les disciplines techniques, mais par contre, il doit être capable de parler à chacune d'entre elles pour être capable d'obtenir, cet alignement. Donc voilà pour les quelques éléments sur comment, bien faire de l'architecture. Donc l'architecte, voilà, pour conclure, met en œuvre et force de proposition et il amène des éléments pour les décisions, mais ce n'est pas lui qui les prend. Alors comment, rapidement, comment Sésame peut vous aider, à répondre à ces questions? Donc tout d'abord, on propose de la formation en point de départ. Il ne faudra pas hésiter à me recontacter, par la suite si jamais vous êtes intéressé. Si vous voulez développer vos compétences, on a des programmes de formation avancés et puis des modules de formation spécifiques sur tout un tas de sujets. Et si vous voulez déployer sur projet, on a, comme je vous le disais, des offres de conseils, d'assistance technique et puis si vous voulez mettre en œuvre par vous-même, mais que vous avez, un besoin d'aide, un besoin d'un petit coup de pouce vous pouvez avoir, bénéficié de mentorat par des experts en architecture de chez nous. Et donc je vais me focaliser un tout petit peu là-dessus puisque c'est une nouvelle offre, qu'on a, nouvelle, par son format puisque nous sommes tous habitués à donner ce type de session de mentorat. Mais en tout cas, une nouvelle offre puisque elle est complètement personnalisable, maintenant et vous pouvez, accéder à de 1 à 10 sessions, comme vous le souhaitez, suivant ce que vous voulez faire. Donc pourquoi, faire appel à nous? Pour, une mise en pratique concrète. Ces séquences de mentorat, elles vous permettent de réaliser des travaux pratiques pour résoudre votre problématique. C'est appliqué à votre propre projet professionnel. Elles vous permettent de produire des livrables qui sont adaptés, donc à la résolution de vos problématiques et qui sont compatibles, de votre environnement professionnel. Donc, le mentor Sésame va complètement s'adapter aux livrables. Et puis, donc chaque architecte, chez nous, est expert bien sûr en architecture système et bénéficie de plusieurs années d'expérience dans divers secteurs industriels. Alors comment ça se passe, une séquence de mentorat? Une séquence de mentorat, c'est une réunion d'1 heure et demie. Avant cette réunion, la préparation et l'analyse du contenu reçu. Donc le mentoré prépare, le contenu qu'il veut présenter au mentor pendant, la session de mentorat. Pendant la session vous faites un point sur le travail qui a été effectué et puis, un travail collaboratif sur les sujets qui ont été choisis et puis, définir le plan d'action pour, les prochaines sessions. Et après la réunion, il y a une synthèse qui est envoyée par le mentor. Et donc vous pouvez choisir
comme vous le souhaitez, suivant, vos besoins, un certain nombre de séquences de mentorat. Sachant que la première séquence est toujours, liée à tout ce dont je vous ai parlé, aujourd'hui, à définir la problématique et l'architecte Sésame peut vous aider à, calibrer le travail d'architecture qu'il est nécessaire de faire, les activités à mettre en place, quel diagramme, avec quel niveau de détail et cetera. Et donc là, vous avez l'exemple de 2 packs, 2 forfaits, de 4 séquences. C'est surtout à titre d'exemple et pour vous montrer qu'en 4 séquences, on peut déjà avoir, quelque chose d'assez abouti et beaucoup de livrables. Voilà, par exemple, le pack 1, qui vous propose, les fondations, un diagramme d'environnement, l'analyse du besoin, diagramme du cycle de vie, des compositions fonctionnelles et organiques. Hem, donc voilà, après c'est bien sûr complètement à la carte et en fonction de votre problématique et j'ai mentionné de 1 à 10 sessions de coaching, pourquoi 10? Puisque avec 10 sessions, vous pouvez prétendre à être certifié, Sésame niveau 2. Donc encore une fois, n'hésitez pas ensuite, si vous êtes intéressé à me recontacter. Eh bien voilà, j'en ai fini, donc merci à tous de m'avoir écoutée et je prends vos questions.